Bonjour à tous, vous m'entendez? Je ne suis pas habitué à ça du tout, mais bon, on va essayer de s'adapter. Donc je suis Huipin Moga, je suis un ancien du Polytech. À l'époque ça s'appelait Polytech, donc promotion 1992, génie électrique. Euh, et donc voilà, je suis maintenant enseignant en finance et entrepreneuriat. Je vais peut-être brièvement vous donner un petit peu mon parcours. C'est surtout pour vous montrer que dans la carrière, on va devoir changer beaucoup de fois et encore plus pour vous. Pour moi, c'était à peu près tous les 10 ans. Peut-être que pour vous, ce sera tous les 3 à 5 ans, parce qu'à la vitesse où la technologie est en train de changer, il y a l'IA, mais ensuite, peut-être d'ici 5 à 10 ans, on aura des ordinateurs quantiques un peu partout. Donc ça va complètement changer la donne. Et après 92, vous voyez, j'ai fait une pause et ensuite j'ai repris à faire des études en 2014. J'avais fait un MBA et c'est là que pendant les premiers instants, j'ai vu en tant qu'étudiant être à la place du prof. Et donc je me suis fait un projet de devenir enseignant et ensuite donc de faire un doctorat que j'ai commencé à l'âge de 48 ans. Donc vous voyez, à temps plein, avec une famille. Euh, Ça c'est la carrière professionnelle. Donc après Polytech, j'ai travaillé en entreprise, dans des grandes entreprises, à peu près 20 ans, dans les semi-conducteurs, donc entre AST et Inventor Graphics. Ensuite entrepreneur, et puis depuis 2016 enseignant. D'abord j'ai enseigné ici parce que j'ai fait mon doctorat ici. Et ensuite la loi des embauches à l'université fait que j'ai dû partir de Clermont et aller là où il y avait un poste. Donc voici un peu le parcours. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'innovation frugale. Alors on parle beaucoup d'innovation aujourd'hui, et l'innovation, elle est partout et dans tout. Et si une entreprise ne fait pas d'innovation, elle va mourir. Euh, Pourquoi? Parce que elle est dans un environnement compétitif. Et si elle ne fait pas d'innovation, quelqu'un d'autre va le faire. Et à la vitesse où circule l'information, et surtout que l'asymétrie de l'information. Vous savez ce que c'est que l'asymétrie de l'information? Non. Le fait qu'il se passe quelque chose au monde, aujourd'hui, si on envoie quelqu'un envoie des missiles, vous pouvez les voir au moment où il presse le bouton quasiment live. Moi, quand j'étais étudiant, il fallait attendre le lendemain, lire les journaux, et puis souvent c'était 2, 3 jours après. Donc une information qui est disponible n'importe où dans le monde fait que tout le monde l'a. Donc il y a quasiment, c'est tout transparent. Donc le délai de l'information est très 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 faible, sauf si quand vous êtes dans un milieu très très spécialisé, très fermé, mais de là au grand public, le délai de l'information est très faible. Donc c'est ce qu'on appelle l'asymétrie de l'information. Je ne vais pas rentrer sur l'innovation en tant que telle de façon générale, mais plutôt sur la partie frugalité. Alexandre m'avait présenté donc frugalité et low-tech, un outil au service de l'innovation. Alors, c'est frugalité et low-tech, c'est pas EST, parce que innovation frugale n'est pas forcément et certainement pas low-tech. Vous allez voir ça comment. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions au milieu si vous en avez envie, ça évite de. Des fois, on présente des. Alors, j'ai oublié de changer la couleur, mais des fois, on présente le contenu des diapos au travers de la réponse, et c'est aussi bien. Donc, je vais essayer de vous faire rapidement 4 étapes. C'est ce que c'est que l'innovation frugale, quelques applications, le fait que l'innovation frugale soit par défaut RSE, et un petit peu comment on peut appliquer les méthodes, l'approche frugale au projet de technologie que vous êtes en train de faire. Euh, Ça a été assez popularisé dans les années 90. Une des personnes, donc ça aussi, ingénieurs qui ont essayé de faire ça. Donc comment faire mieux avec moins. Euh, et donc c'est quelque chose qui est apparu essentiellement dans les pays émergents. Pour une raison simple, c'est que dans les pays émergents, les ressources sont naturellement contraintes. Quand on dit ressources, ça peut être aussi bien l'eau, l'électricité que l'argent. D'accord. Donc, comme les ressources sont contraintes, mais vous avez besoin
de subvenir aux besoins et faire de l'innovation, eh bien, on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a. Et on ne sait pas trop d'où est venu ce terme, mais on attribue l'innovation, enfin l'ingénierie frugale à Carlos Ghosn. Combien d'entre vous connaissent, même si c'est un banni en ce moment en France? D'accord. Alors, je vais m'oser dire, moi, quand je suis devenu manager en 97, pour moi, c'était une icône, d'accord, au niveau managérial, parce que c'est quelqu'un qui avait transformé quand même Renault d'une entreprise banqueroute à une entreprise multinationale mondiale. Et vous allez voir qu'il a appris ce que c'est que la frugalité lorsque Renault s'est lancé en Inde. Et donc, apparemment, ce serait lui qui serait à l'origine. Mais il y a quelques définitions. Alors, des fois, vous allez avoir de l'anglais et du français parce que c'est une présentation que j'ai en anglais pour mes étudiants ou quand je fais à l'extérieur, donc j'ai essayé de le traduire en français. Donc, en fait, l'innovation frugale crée des propositions de valeur attrayantes. Donc, l'objectif, c'est quand même, lorsque vous lancez un produit, c'est quoi la différence entre une innovation et une création? Quelqu'un sait? Est-ce qu'un brevet, c'est une... Oui. Voilà. Est-ce qu'un brevet, par défaut, ça peut être considéré comme une innovation? D'accord. Et pourquoi? Pardon? Ben, un brevet, c'est certainement, probablement une amélioration, peut-être. Ok. Alors, c'est pas gênant, donc il y a une chose très particulière dans l'innovation. C'est une innovation, ça peut être une création, ça peut être quelque chose qui était existé, amélioré, mais quelque chose pour qui des clients sont prêts à payer pour l'acheter. D'accord? Donc il y a un aspect commercial. Donc vous produisez quelque chose et il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter. Donc vous pouvez avoir des créations, des brevets, des choses qui sont ouf, super, mais personne n'en veut et donc l'entreprise ferme. Donc une innovation, il y a l'aspect qui est achat, produit, business. L'objectif de l'innovation frugale aussi, c'est d'essayer de vous focaliser sur des fonctionnalités qui sont essentielles. Et donc, quand vous vous focalisez sur des fonctionnalités essentielles, vous naturellement minimisez les ressources que vous allez utiliser, qu'elles soient matérielles ou financières. Et donc, parce qu'il y a moins de fonctionnalités, ou les fonctionnalités essentielles, le coût d'utilisation pour l'utilisateur baisse. Et aussi, le coût de maintien dans le temps. Mais les normes de qualité ne sont pas plus faibles que quelque chose qui serait plus cher avec plus de fonctionnalités. Je pense que cette image résume assez bien ce que c'est que l'innovation frugale. Les deux innovations existent dans le marché, d'accord. À gauche, vous avez un exemple d'un couteau suisse avec beaucoup de fonctionnalités. Certainement que vous allez en utiliser qu'une ou deux au cours de la vie de possession que vous l'avez. Et ça coûtera assez cher et que ce sera pour des clients qui peuvent payer ce genre de produit. Et ensuite, vous avez un couteau avec un peu moins de fonctionnalités qui coûtera bien sûr moins cher à fabriquer, moins cher à acheter, mais qui à la fin pourra servir une base de clients beaucoup plus grande. Donc vous voyez ici, on vend plus cher avec des clients qui peuvent payer plus. Ici, on produit quelque chose avec moins de fonctionnalités et donc naturellement le coût de vente sera moins cher, mais on aura une base de clients beaucoup plus large. Donc au niveau des revenus, des profits, vous n'allez pas changer peut-être grand-chose, mais au contraire, peut-être même augmenter votre base de revenus. Donc ça, c'est l'idée de base de l'innovation frugale. Donc, un autre aspect, on pense que l'innovation frugale, c'est effectivement du low-tech, mais en fait, je vais vous montrer tout à l'heure des exemples. Ce n'est pas low-tech, mais souvent, ce sont des innovations qui sont disruptives. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une innovation disruptive et incrémentale? Oui, non? Brièvement, incrémentale, vous faites des petites améliorations. Disruptive, ça casse comme une crise, ça casse le marché. Et la personne qui casse le marché prend le leadership pendant une période jusqu'à ce que tout le monde arrive. Un peu ce qui s'est passé avec Tesla, avec la voiture électrique. C'est pas eux qui ont inventé la voiture électrique. La voiture électrique a été inventée par EDF et Renault, d'accord?
Mais sauf qu'eux, ils sont venus avec une proposition, ils ont pris le leadership, et maintenant tout le monde est en train d'attraper. C'est pour ça qu'ils ont pu vendre leurs produits beaucoup plus cher que les autres, et maintenant, depuis 2 ans, ils sont en train de casser les prix quasiment de 40 à 50%, parce que les Chinois sont maintenant en train de prendre le dessus. Donc la disruption, c'est vraiment une cassure d'une progression, et quelqu'un qui veut prendre le marché pendant 4-5 ans, essaie de chercher un produit disruptif, et toutes les entreprises technologiques du monde, et moi j'ai travaillé donc dans la technologie, cherchent tout le temps un produit disruptif sur 10 ans, sinon elles meurent. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous soyez sur le marché avant les autres et que vous puissiez avoir la grande partie du marché. L'objectif au départ, c'était que ces produits puissent être servis aux consommateurs qui sont à faible revenu. Mais l'innovation frugale, c'est tout un processus, d'accord, de réflexion qui veut vous faire plus avec moins et pour plus de personnes. Est-ce que c'est un nouveau paradigme de l'innovation? Vous savez ce qu'est un paradigme? C'est une façon de réfléchir qu'on change. Donc vous pensez d'une certaine façon, et c'est quelque chose qui va casser votre réflexion et à vous emmener à penser à une autre chose. Donc c'est un petit peu un ordre stable qui existait, qui souvent est cassé par quelque chose, et on ne pense plus de la même façon, et vous pensez d'une autre façon. Exemple, ceux qui ont travaillé avant sans les ordinateurs, eh ben, ils travaillaient d'une certaine façon, les ordinateurs sont arrivés, vous travaillez complètement d'une autre façon, vous travaillez, vous vous adaptez, et vous allez avoir la même chose avec l'IA, on est en train de s'adapter à l'IA, et tout l'ordre ancien va être oublié, et on va changer de façon de travailler. Et donc c'est ce qui est un paradigme. Et donc des caractéristiques centraux à l'innovation frugale sont la rentabilité. Donc vous voyez, on ne vend pas, on ne fait pas de la charité. Donc rentabilité, durabilité dans le temps du produit, mais aussi environnemental, simplification des processus de conception, mais aussi de production. Et donc, lorsque vous allez éliminer la complexité technologique, comme on dit, au niveau des caractéristiques de votre produit, vous allez naturellement avoir moins de composants, moins de coûts, moins de composants, moins d'étapes de fabrication, plus de comment dire, reliability, comment on dit ça en français, hein? Fiabilité, alors plus de fiabilité de la supply chain, et tout ça est normalisé. Et donc, au départ, quand c'était développé dans les pays émergents, donc l'objectif c'était de vendre ce qu'on va voir, ce qu'on appelle le bas de la pyramide des revenus, mais ce n'est aujourd'hui plus le cas avec l'innovation frugale. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 25-30 ans que l'innovation frugale est arrivée, et les entreprises s'imprègnent. Pourquoi? Parce que ça permet de baisser les coûts. Aujourd'hui, tout le monde a cette contrainte de coûts. Pourquoi? Parce que le marché est mondialisé. Même si, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, le marché restera mondialisé, parce que si vous ne mondialisez pas, je peux vous assurer qu'il y a des pays qui arrêteront d'acheter des Airbus, sachant que 70% des entreprises du CAC 40 font leurs revenus avec ce qu'ils vendent à l'étranger. On risque d'avoir des problèmes sociaux si ça ne se fait pas. Donc le marché restera mondial, malgré Trump, ou avec Trump, c'est comme vous voulez. Et donc, les entreprises de biens d'équipement, mais aussi dans les services, utilisent l'innovation frugale à ce jour. Naturellement, l'innovation frugale est verte. Pourquoi? Parce que dans tout le processus de sa conception jusqu'à la durée de vie du produit fabriqué, il y a moins d'éléments qui vont aller dans la nature. On utilise moins d'énergie, on utilise moins de composants, moins de fioritures, si on peut dire. Donc naturellement, c'est vert, c'est bien pour la nature. Toujours
vous allez avoir des choses qui se répètent un peu, mais c'est fait un peu exprès. Pourquoi? Parce que l'innovation frugale, c'est donc moins de fonctionnalités. Au départ, c'était une qualité minimale. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses impressionnantes avec une approche frugale, mais qui correspond vraiment aux besoins des personnes. Moi, par exemple, j'utilise un téléphone mobile et j'utilise très peu la caméra. C'est surtout ma fille ou ma femme qui utilise mon téléphone pour... j'en ai pas besoin. Euh, Par contre, je suis obligé de payer pour. Donc c'est une fonctionnalité qui est là, qui coûte au niveau de la fabrication, qui coûte au niveau des matières premières. Parce que vous savez, pour ceux qui sont peut-être en génie électrique, un capteur d'image, il y a un film qui se met devant pour capter la lumière. Ce film aussi est contrôlé par certains pays. Pourquoi? Parce que ce même film est utilisé dans les capteurs infrarouges dans la défense. D'accord. Et ensuite, derrière, il y a un circuit. Donc tout ça, il y a un verre. Donc il y a un équipement. Et ensuite, il y a tout le processus électronique à l'intérieur pour processer cette image. Donc il y a une consommation d'électricité. Si je peux avoir un smartphone avec une caméra de base ou pas de caméra, avec des fonctionnalités qui sont la recherche Internet et essentiellement le calendrier, je suis content avec. Pourquoi personne ne crée ce genre de choses? Donc voilà. Et donc, l'innovation frugale essaie systématiquement de couper ce qu'on pourrait appeler des caractéristiques luxueuses. Euh, Est-ce que quelqu'un d'entre vous saurait quelle est la part de marché des téléphones Apple en France? À peu près. Pardon? Combien? C'est 39, votre IA, c'est ça qu'elle vous dit? Non? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais j'ai posé cette question avec d'autres étudiants et ils ont cherché, ça faisait à peu près entre 60 et 70%, probablement 70%. Euh, la part de marché des téléphones Apple, je pense que le produit moyen, le téléphone moyen, le coût est entre 500 euros et 1000 euros pour un Apple. D'accord? La part de marché de Apple en Inde, c'est moins d'1%. D'accord? C'est un produit de luxe. En Chine, c'est peut-être un peu plus. Donc l'objectif, c'est... Alors, je ne suis pas quelqu'un contre Apple, mais je joue beaucoup avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à créer un produit que tout le monde veut, euh, avec plein de fonctionnalités que personne n'utilise. Donc c'est quand même assez bien. Et vous en voulez de plus en plus. Donc une des choses, c'est enlever toutes les caractéristiques luxueuses, quasiment inutiles, d'accord, et qui seront très peu utilisées. Donc on réduit les fonctionnalités, on garde les fonctionnalités de base du produit. Et la différence avec le low cost, c'est qu'il y a une cohérence technologique qui reste, et ce n'est pas low tech, et vous allez voir. Donc on répète la même chose. Alors, peut-être que je vais aller plus vite là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les pays émergents, quand des jeunes comme vous veulent un téléphone, ils veulent avoir toutes les caractéristiques que vous avez avec un Apple. Mais ils n'ont pas l'argent pour payer 500 à 1000 euros pour acheter ce produit. D'accord? Mais ils veulent les mêmes fonctionnalités, ils veulent le même design, ils veulent la même durabilité au niveau temps, parce que probablement qu'ils vont l'utiliser dans des conditions beaucoup plus difficiles que vous. Et donc, au niveau des caractéristiques technologiques, ils veulent exactement la même chose. Et le problématique, c'est le coût. Donc, comment faire baisser le coût? Donc, quelques cas d'application. Et donc, je vais commencer par quelqu'un qui est intéressé par l'eau spatiale. Donc, l'Inde a envoyé un rover sur la Lune. Il y a 4 pays, je crois, au monde qui l'ont fait. Je crois l'Inde, la Chine, les États-Unis et la Russie. Et en 2023, quand ils l'ont envoyé, ça leur a coûté, enfin, le développement du projet leur a coûté 75 millions de dollars.
La même semaine, la Russie, donc c'était après la guerre en Ukraine, a envoyé aussi euh, sur la Lune, essayer d'envoyer un rover qui n'est jamais arrivé, mais avec une fusée beaucoup plus puissante, avec un coût bien supérieur. Et la première mission a coûté 90 millions de dollars. Pourquoi une différence qui baisse? C'est normal lorsque vous développez un produit pour la première fois, c'est toujours un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût d'apprentissage. La deuxième fois, c'est un peu moins cher. Et si on regarde l'inflation entre 2008 et 2023, vous voyez que probablement c'est quasiment 50 voire 25% du coût initial, si on inclut l'inflation, sur 15 ans. Donc, au moment où c'est sorti, donc Elon Musk avait fait un tweet sur ce projet du troisième rover, disant que Interstellar avait coûté 165 millions de dollars pour produire. D'accord? Donc là, vous avez un produit qui est frugal. Pourquoi? Parce que plutôt que de... Typiquement, ce que font les projets occidentaux d'exploration, tous les produits sont développés from scratch, de zéro. On fait tout, souvent pour des problèmes de défense et autres. Et pour l'Inde, ils ont pris tout ce qui existait, off the shelf, donc tous les produits, tous les composants, et on utilise, on crée la fonctionnalité. Voici le rover, donc là vous avez en haut la partie qui a atterri sur la Lune, et la partie fusée. Donc vous voyez, tout ça fait partie de l'innovation. Et beaucoup vont dire que c'était fait en Inde et le coût de l'ingénierie est plus faible. Oui, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Il y a la partie ressources humaines dans tout cela, elle est assez faible, le coût des ressources humaines. Un autre exemple, encore en Inde, c'était... combien d'entre vous ont entendu parler de l'entreprise Tata? Peut-être un peu plus maintenant qu'avant. Bon, c'est une des plus grandes entreprises indiennes qui est aussi propriétaire du groupe Jaguar Land Rover, entre autres. Et qui, un des fondateurs, enfin un des descendants du fondateur qui est mort il y a quelques mois, voulait créer un produit pour des utilisateurs qui sont sur un deux roues. Souvent, si vous regardez sur Internet ou à la télé, ils sont une famille, donc ils sont le papa, la maman avec deux enfants qui sont sur un scooty ou une moto ou un scooter sous l'eau lorsqu'il pleut. Donc ils voulaient créer une voiture qui ne coûte pas plus cher qu'une moto, qui a toutes les fonctionnalités de base, qui puisse s'assembler rapidement. Donc ils ont créé tout un écosystème, toute une réflexion pour créer un nouveau produit pour adresser pour ce marché. Donc au moment où il a lancé l'idée, il voulait le faire à 2500 $, qui correspond à peu près 100 000 roupies indiens à l'époque. Alors, il y a des personnes qui disaient qu'au niveau des problèmes de sécurité, ce produit ne sera pas vendu ailleurs. Entre autres, le projet a nécessité le dépôt de 250 brevets. Alors, le design, par exemple, la conception est faite comme un œuf. Donc, j'ai utilisé cette voiture pendant... quelqu'un l'avait, donc je suis assis dedans. Et j'étais pas beaucoup plus réduit au niveau taille à ce moment-là, et on a beaucoup d'espace. Une des choses qu'ils ont fait, par exemple, pour le brevet, c'est par exemple sur la peinture. Donc vous avez souvent, si vous regardez des chaînes de montage, vous avez des robots qui peignent en latéral ou horizontal. Pour baisser les coûts, comme c'est un œuf, donc ils ont mis une axe au milieu, et en fait ils ont mis un bassin de peinture, et la voiture en fait fait une rotation dans le bassin. D'accord? Donc en une seule fois, ça c'était un brevet entre autres. Donc en fait il y a toute une réflexion de comment créer le produit dans cet objectif de coût. Un deuxième exemple que vous connaissez probablement plus ici en France, et pourquoi M. Gauze s'est été impressionné par... donc la Tata Nano a été conçue dans les années 90, lancée en 97 ou 99, et Renault, donc, qui est venu au début des années 2000 en Inde, donc on crée cette voiture qui était une Kwid, avec la même conception, c'est que souvent dans une voiture ils sont 5, voire 6 au départ, bon maintenant il y a des règles plus difficiles, et qui a été lancée un peu plus cher, à 4000 $. Cette voiture maintenant est vendue en Europe sous le nom de Dacia Spring, d'accord, a vendu 140 000 unités en France. C'est la voiture électrique la plus vendue en France.
Donc en Inde en 2015 et en 2021, donc c'est celle que vous connaissez sous le nom d'Asia Spring. Un autre exemple, alors je ne sais pas comment on dit en français un baby warmer, mais c'est pour les nouveau-nés. Et donc General Electric a créé ce produit qui au départ coûtait 12 000 dollars et maintenant coûte 3 000 dollars et il est vendu donc lancé en 2006, il est vendu maintenant dans 62 pays. Donc comment l'innovation frugale peut créer des produits high-tech avec une réflexion qui est très différente de la conception jusqu'au produit final et jusqu'à son utilisation. Avec des objectifs qui sont durabilité, simplicité et performance. Alors, l'innovation frugale, elle est RSE par défaut. Pourquoi? Parce que dans tout le processus, puisqu'on enlève les fonctionnalités, il y a moins de déchets, on va utiliser moins de ressources naturelles, moins de matières premières, moins d'électricité, et ainsi de suite, bah, elle est RSE par défaut. Alors, au départ, l'innovation frugale, donc, elle a été créée sur ce concept. Est-ce que vous connaissez le concept du bas de la pyramide non, du marché? Alors, ça a été créé par un chercheur en management aux États-Unis. Et ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ce concept? C'est que pour les riches, à l'époque où ça a été sorti en 2011, gagnent au-delà de 20 000 dollars par an. Ensuite, ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est entre 2 000 et 20 000 dollars. Et ce qu'on appelle the bottom of the pyramid, la base de la pyramide, gagnait à l'époque 2 000 dollars par an. Et ça aussi se divise en 3 parties, avec des personnes ou des familles qui gagnent entre 3 et 5 dollars par jour, 1 à 3 et en dessous de 1. Alors, et donc, plus vous allez vers le bas, vous avez une population beaucoup plus importante, donc qui peuvent acheter des produits plus chers, sans forcément faire baisser votre marge globale sur les produits vendus. Alors un exemple, alors encore en Inde, donc ce qui s'est passé, c'est que sur les 5-10 dernières années, toutes ces personnes qui sont dans ce qu'on appelle dans l'économie informelle, c'est-à-dire qui gagnent de l'argent pour subvenir, maintenant ont un compte bancaire digital, avec un QR code. Ce qui se passe, c'est que tout ce qu'ils gagnent, maintenant, va être dans un compte bancaire. Quel est l'avantage? C'est que, bon, il y a un avantage pour l'État parce qu'ils pourront taxer et savoir combien ils gagnent. Mais il y a un avantage pour eux parce que la banque a un historique financier de cette personne, de cette dame, et si jamais elle a besoin de faire un prêt bancaire, parce que ces personnes, sinon, ils sont exclus du système, elle pourra faire un prêt bancaire, soit personnel, soit pour son entreprise. Et cette technologie, c'est une technologie digitale qui a été adoptée et donc qui est disponible, par exemple, pour l'instant, elle n'est pas vendue en France, mais cette technologie est disponible pour les personnes de l'Asie qui viennent, par exemple, pour payer à la Tour Eiffel, ils peuvent utiliser cette technologie. Un autre, peut-être que vous connaissez plus, combien de vous connaissent le compte nickel? Ça a été développé au début des années 2000. Est-ce que vous avez une idée de la population française qui est sous le seuil de pauvreté? Comment? Non, c'est bien plus. On est dans un pays riche, développé, d'accord? Le seuil de pauvreté, on a au moins 15%, alors mon chiffre est ancien, 15% de la population française qui est le seuil de pauvreté. Alors, à quoi correspond en revenu le seuil de pauvreté en France? Est-ce que quelqu'un sait? Quel est le revenu mensuel d'une personne avec un seuil de pauvreté? C'est entre 800 et 900 euros par mois. D'accord? C'est le seuil de pauvreté. En Inde, 10% de la population gagne plus de 8 ou 900 euros par mois. Donc vous voyez comment la pyramide est inversée. Et le compte nickel donc, a été créé pour les personnes qui ne pouvaient pas avoir accès à un compte bancaire dans le système classique. Et ce n'est pas forcément pour les coûts mensuels d'avoir un compte bancaire, mais pourquoi? Parce que pour une banque classique, d'avoir un
un client qui ne va avoir qu'un compte bancaire avec peu d'argent, mais pas d'autres produits, ça coûte cher. Et donc cette personne a créé, et vous pouvez aller dans un bureau de tabac, ouvrir votre compte bancaire et déposer 5-10 euros. Vous avez une carte bancaire, ainsi de suite. Donc c'était un entrepreneur, il a vendu maintenant cette entreprise, elle fait partie de BNP Paribas. D'accord. Donc, l'objectif de base de l'innovation frugale, c'est je crée pour la grande majorité un produit ou un service pour que la majorité puisse l'acheter. Et donc, il faut qu'il soit avec un processus de conception différent, avec les besoins des clients à l'esprit, et donc au départ, les pays en développement, résolvant les défis de durabilité pour les personnes qui sont en bas de la pyramide. Alors vous verrez ici, peut-être si vous voulez aller, il y a toute une définition de comment l'innovation frugale peut aider dans un certain nombre de contextes. Et toute cette innovation frugale peut aider dans les 17 objectifs des Nations Unies. Et le digital, entre autres, donc j'ai écrit un papier en début d'année sur comment le digital peut aider, par exemple, dans le recyclage de plastique, où une entreprise a pris le déchet plastique comme du capital, comme quand vous prenez un investissement, vous allez sur les marchés, vous prenez 1 euro et vous investissez. Ils ont créé le déchet plastique comme un actif qui sera transformé dans une supply chain et que tous les intermédiaires pourront donc en créer une industrie et en profiter. Donc, ce n'est pas forcément l'exploitation de main-d'œuvre dans l'innovation frugale, d'accord? Donc, elle est naturellement inclusive et rentable. Comment appliquer donc l'innovation frugale à vos projets? Alors, est-ce que vous, si vous maintenant, avec ce que vous savez, si vous deviez appliquer le processus d'innovation frugale à vos projets, qu'est-ce que vous feriez? Quelles sont les choses, 4 ou 5 choses que vous feriez? Oui? D'accord. Autre chose? Non, il y a une seule personne qui a compris. Alors, quand on parle, on ne se rend pas compte de comment vous entendez ce que je dis. Donc, peut-être que je me suis très mal exprimé, c'est une possibilité, que vous n'avez pas eu l'information. Vous savez comment fonctionne la communication? Est-ce que vous savez? Vous utilisez tous un téléphone. Donc, comment fonctionne la communication? Lorsque vous appelez quelqu'un, est-ce que vous dites hello, 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 ou vous dites hello une fois et vous attendez quelque chose? Vous attendez quelqu'un. La communication, c'est ça. Donc, moi, j'ai parlé dans un moyen de communication qui est une langue, qui est la vôtre. Tout système de communication font ça. Et j'attends des retours si vous avez compris ou pas. Sinon, je vais devoir faire allô, allô, allô. Alors, l'innovation frugale, si vous deviez et ça peut s'appliquer en génie biologique, génie physique, génie électrique, euh, dans le, dans le minage des bitcoins pour ceux qui sont en modélisation. Il y a mathématiques et modélisation, ça existe encore ça? Ouais. Bah, vous pouvez faire ça. Vous savez que certaines des entreprises sont en train d'acheter des centrales en Iran pour pouvoir miner du bitcoin. Donc, euh, est-ce que. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui a compris ce que c'est, comment on peut appliquer l'innovation frugale? Oui? Moins coûteux, matériaux moins coûteux. D'accord. Est-ce que c'est moins coûteux ou c'est autre chose? Par exemple, pour envoyer à l'espace, est-ce on utilise des matériaux moins coûteux ou c'est une approche qui est différente? Ouais. Et c'est quoi accessible par le process? Ouais. Alors, est-ce que c'est l'économie d'échelle dont vous parlez? D'accord. Alors, j'ai jamais parlé d'économie d'échelle.
c'est pas forcément l'économie d'échelle. Ça arrive, c'est un produit dérivé, mais c'est pas l'objectif. On standardise, oui. On réduit les fonctionnalités, on standardise. Au niveau des matières premières, on ne prend pas forcément des matières premières moins chères. D'accord? On prend des choses qui existent probablement en quantité moindre. Parce qu'au niveau des critères, par exemple, quand vous envoyez un produit dans l'espace, les contraintes de l'espace sont les mêmes pour tous. Donc au niveau des critères de test, c'est exactement la même chose. Oui? On réduit les opérations, c'est ça. Donc il y a toute la chaîne de production qui est simplifiée. Et toute simplification est une étape en moins, est une gestion des stocks en moins. Alors, je veux venir sur quelque chose qui est plus proche de vous. Combien d'entre vous commandent en ligne? Font des commandes en ligne. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces entreprises qui vous envoient des produits en ligne sont plus profitables qu'un un magasin physique comme Carrefour ou H&M avec un magasin physique? Pourquoi? Oui, et puis il doit avoir des stocks. Il faut qu'ils aient des stocks où ils ne savent pas qui va venir quand, qui va vouloir acheter quand. Euh, et d'un point de vue financier, euh, c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé de plutôt aller dans le business. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je peux être le meilleur technicien au monde, mais à la fin, les décisions dans une entreprise sont financières. D'accord? Si ça n'est pas rentable, vous êtes mort. D'accord? En tant que professionnel ou en tant que produit, si vous n'êtes pas rentable, vous êtes mort. C'est ce que j'ai compris très tôt, dans les 3 premières années de mon travail à ST. Et lorsque vous avez une entreprise en ligne, lorsque vous commandez, vous payez et vous n'avez le produit que le lendemain ou 2 jours ou 3 jours plus tard. Donc ils ont votre cash avec eux pendant 2 ou 3 jours. Et lorsque vous avez 100 quelques millions de dollars, pendant ces 3 jours, ils n'ont pas besoin de faire un prêt bancaire pour survivre. C'est ce qu'on appelle le, le fonds de roulement en finance, ou le working capital. Toute entreprise a besoin d'un fonds de roulement pour pouvoir dépenser, et ben, ils ne le font pas, alors qu'un Carrefour ou autre, ils ont besoin de stock. Donc vous voyez, c'est complètement financier. Et donc ils font des marges plus importantes. Et donc des choses simples. Donc la première chose, c'est l'état d'esprit. C'est un état d'esprit, l'innovation frugale, plus que les étapes. C'est que comment est-ce que vous allez créer un produit qui est aussi compétitif que quelqu'un d'autre qui va avoir tous les moyens. D'accord? Et vous allez, plutôt que de vendre à une seule personne, et pourquoi? Parce qu'il va mettre plus de fonctionnalités, il va le vendre à 1000, vous allez peut-être le vendre à 200. Vous allez être obligé de vous creuser la tête et d'être disruptif par rapport à la compétition. Avoir une performance égale, sinon meilleure. Avoir autant de fonctionnalités qu'eux, mais au moins les essentiels. Avoir moins de complexité au niveau design, au niveau de production, au niveau de marketing. Et donc tout ça fait baisser les coûts. Donc c'est vraiment plus un état d'esprit qui fait tout ça que l'inverse où vous appliquez ce genre de choses. Parce que lorsque vous baissez les coûts, vous êtes des fois dans le low cost. D'accord? J'enlève ci, j'enlève ça, je suis dans le low cost. Mais en fait, l'innovation frugale, vous voulez créer un produit qui est aussi performant que quelque chose qui coûte plus cher. Et donc il faut réfléchir, il faut innover sur le processus de design, sur le processus de fabrication, sur les ressources humaines, sur l'utilisation de la technologie, et ainsi de suite, et qui vont vous faire des étapes. Des fois, c'est si une activité ou une production à 50 étapes, est-ce que d'en faire 10 suffisant? Ça va vous faire baisser le nombre d'éléments, donc de déchets. Vous savez, vous avez un peu de finance ici? Non. Vous savez que lorsque une machine de production fabrique des éléments, au bout d'un moment, elle a besoin d'être entretenue. D'accord? Le moment où elle a besoin d'entretien, elle ne produit pas. Donc c'est un coût perdu. Pourquoi les avions doivent tout le temps voler? Pourquoi? Parce que c'est un élément, un instrument qui coûte très cher. Et donc, lorsqu'ils s'envolent, c'est seulement à ce moment-là qu'ils produisent financièrement.
tout ce que vous utilisez, le téléphone que vous avez, combien d'entre vous ont suivi l'épopée des sondes voyageurs? On a encore, vous savez, les sondes qui ont été lancées en 75-77, qui ont traversé notre système solaire et galactique, et qui ont été réveillées il y a 2 ans, de nouveau, ont des processeurs 8 ou 16 bits, alors que vous, quasiment tous, ont des processeurs 32 bits dans vos téléphones. D'accord? Donc, vous avez des instruments qui ont traversé le système solaire galactique, le nôtre, et qui survivent depuis 75-77 avec moins de performance que vous avez dans un téléphone. Donc, pour vous dire que la majorité de la performance que vous avez dans un téléphone est inutile pour vous au quotidien. Donc, vous imaginez la quantité de déchets que vous êtes en train de générer par les téléphones ou les autres produits de ce type que vous avez, pour ce que vous n'utilisez pas. Juste, c'est une réflexion que je voulais un peu forcer. Et donc, lorsqu'on diminue la complexité, on a non seulement le processus de fabrication qui baisse, mais aussi le coût de l'information. Vous savez, dans une usine, vous êtes obligé de... C'est ce qu'on appelle le contrôle de gestion. Tout est numérisé. Votre salaire, votre heure de présence, à quelle heure vous arrivez, à quelle heure vous partez. Et à chaque fois que vous faites vos likes, donc ça c'est quelque chose que j'avais appris après la dernière élection de Trump à la salle-ci, mais celle d'avant. Il y avait une entreprise qui s'appelait Cambridge Analytica, vous connaissez, c'était une entreprise anglaise. Et donc il y avait un reportage fait dessus. À partir de 300 likes, l'entreprise ou le système vous connaît mieux que votre époux. Votre comportement, pour qui vous allez voter, quel type de vêtements vous allez acheter, ils vous connaissent complètement. Donc plus vous faites de likes, plus vous donnez de vous à quelqu'un d'autre. Et donc toutes ces informations, toutes ces données doivent être stockées, vont être processées, et c'est pareil pour une entreprise. Donc lorsqu'une machine, vous savez, la machine qui fabrique les puces, les circuits intégrés, c'est une entreprise hollandaise qui s'appelle ASML, que vous connaissez peut-être. On en parle beaucoup à la télé en ce moment. Chacun des machines, donc c'est la machine qui fait de la lithographie, peut-être en génie physique vous connaissez, donc c'est ce qui imprime les circuits. Elle coûte 500 millions de dollars, un demi-milliard. D'accord. À un moment donné, je devais faire du service technique à un client à Singapour qui avait un problème d'utilisation avec nos outils CAO, et je lui envoie avec mon équipe la mise à jour, enfin, de l'avancement sur notre résolution de problème le vendredi soir à 22 h. J'arrive le lundi matin et il avait envoyé déjà un email au PDG de ma boîte, donc je pensais que j'allais être viré. Il dit, ça fait 2 jours qu'on n'a pas entendu parler de ce monsieur Wikman Moga sur notre problématique. Pourquoi? Parce que pendant 2 jours, leur production était arrêtée. D'accord? Et c'est dans ce monde que vous êtes. Vous allez y être complètement. Et donc, il y a un coût de l'information, toutes les informations qui sont générées. Et donc, s'il y a moins de complexité, bah, vous naturellement réduisez aussi tous ces coûts de l'information. Donc, globalement, si un produit est moins cher, bah, sans que les fonctionnalités soient plus faibles, eh bien, vous allez augmenter la base de votre clientèle et donc les entreprises resteront toujours aussi profitables, peut-être même plus. Donc, en résumé, l'innovation frugale, moins de performance, produits moins complexes, mais qui font une disruption sur le marché, c'est-à-dire qu'ils battent souvent la compétition. Des exigences de l'innovation durable, elles sont accessibles à la plus grande population de la planète et donc augmentent aussi l'équité pour tous les clients en bas de la pyramide. Country like India, as they did, you instinctively learn to get more value from limited resources and find creative ways to reuse what you already have. Take Mansukh Prajapati, a potter in India. He has created a fridge made entirely of clay that consumes no electricity. It can keep fruits and vegetables fresh for many days. That's
a cool invention, literally. In Africa, if you run off of your cell phone battery, don't panic. You'll find some resourceful entrepreneurs who can recharge your cell phone using the bicycles. And since we are in South America, let's go to Lima in Peru. With high humidity and receives only 1 inch of rainfall each year. An engineering college in Lima designed a giant advertising billboard that absorbs air humidity and converts it into purified water, generating over 90 liters of water every day. The Peruvians are amazing. They can literally create water out of thin air. For the past 7 years, I have met and studied hundreds of entrepreneurs in India, China, Africa, and South America, and they keep amazing me. Many of them did not go to school. They don't invent stuff in big R&D labs. The street is the lab. Why they do that? Because they don't have the kind of basic resources we take for granted, like capital, energy. And basic services, like healthcare, education, are also scarce in those regions. When external resources are scarce, you have to go within yourself to tap the most abundant resource, human ingenuity, and use that ingenuity to find clever ways to solve problems with limited resources. In India, we call it jugaad. Jugaad is a Hindi word that means an improvised fix, a clever solution born in adversity. Jugaad solutions are not sophisticated or perfect, but they create more value at lower cost. For me, the entrepreneurs who create jugaad solutions are like alchemists. They can magically transform adversity into opportunity and turn something of less value into something of high value. In other words, they mastered the art of doing more with less, which is the essence of frugal innovation. Frugal innovation is the ability to create more economic and social value using fewer resources. Frugal innovation is not about making do. It's about making things better. Now, I want to show you how across emerging markets, entrepreneurs and companies are adopting frugal innovation on a larger scale to cost-effectively deliver healthcare, energy to billions of people who a medicine solution to help doctors in cities remotely treat old and poor patients in Chinese villages. This solution is based on simple-to-use medical devices that less qualified health workers like nurses can use in rural clinics. China desperately needs these frugal medical solutions because by 2050, it will be home to over 500 million senior citizens. Now, let's go to Kenya, a country where half the population uses M-Pesa, a mobile payment solution. This is a great solution for the African continent because 80% Africans don't have a bank account. But what is exciting is that M-Pesa is now becoming the source of other disruptive business models in sectors like energy. Take M-Kopa, a home solar solution that comes literally in a box that has a solar rooftop panel, 3 LED lights, a solar radio, and a cell phone charger. The whole kit, though, cost $200, which is too expensive for most Kenyans. And this is where mobile telephony can make the solution more affordable. Today, you can buy this kit by making an initial deposit of just $35 and then pay off the rest by making a daily micropayment of 45 cents using your mobile phone. Once you made 365 micropayments, the system is unlocked and you own the product and you start receiving clean, free electricity. This is an amazing solution for Kenya, where 70% people live off the grid. This shows
that with frugal innovation, what matters is that you take what is most abundant, mobile connectivity, to deal with what is scarce, which is energy. With frugal innovation, the global south is actually catching up and in some cases even leapfrogging the north. Instead of building expensive hospitals, China is using telemedicine to cost-effectively treat millions of patients. And Africa, instead of building banks and electricity grids, is going straight to mobile payments and distributed clean energy. Frugal innovation is diametrically opposed to the way we innovate in the north. I live in Silicon Valley, where we keep chasing the next big technology thing. Think of the iPhone 5, 6, then 7, 8. Companies in the West spend billions of dollars investing in R&D and use tons of natural resources to create ever more complex products to differentiate their brands from competition. And they charge customers more money for new features. So the conventional business model in the West is more for more. But sadly, this more for more model is running out of gas for 3 reasons. First, a big portion of customers in the West, because of the diminishing purchasing power, can no longer afford these expensive products. Second, we are running out of natural water and oil. In California, where I live, water scarcity is becoming a big problem. And third, most importantly, because of the growing income disparity between the rich and the middle class in the West, there is a big disconnect between existing products and services and basic needs of customers. Do you know that today there are over 70 million Americans today who are underbanked because existing banking services are not designed to address their basic needs? So the prolonged economic crisis in the West is making people think that they are about to lose the high standard of living and face deprivation. I believe that the only way we can sustain growth and prosperity in the West is if we learn to do more with less. The good news is that's starting to happen. Several Western companies are now adopting frugal innovation to create affordable products for Western consumers. Let me give you 2 examples. When I first saw this building, I told myself it's some kind of postmodern house. Actually, it's a small manufacturing plant set up by Grameen Danone, a joint venture between Grameen Bank of Muhammad Yunus and the food multinational Danone to make high-quality yogurt in Bangladesh. This factory is 10% the size of existing Danone factories and cost much less to build. I guess you can call it a low-fat factory. Now, this factory, unlike Western factories that are highly automated, relies a lot on manual processes in order to generate jobs for local communities. Danone was so inspired by this model that combines economic efficiency and social sustainability. They are planning to roll it out in other parts of the world as well. Now, when you see this example, you might be thinking, well, frugal innovation is like low tech. Actually, no. Frugal innovation is also about making high tech more affordable and more accessible to more people. Let me give an example. In China, the R&D engineers of Siemens Healthcare have designed a CT scanner that is easy enough to be used by less qualified health workers, like nurses and technicians. This device can scan more patients on a daily basis and yet consumes less energy, which is great for hospitals. But it's also great for patients because it reduces the cost of treatment by 30% and radiation dosage by up to 60%. This solution was initially designed for the Chinese market, but now it's selling like hotcakes in US and Europe, where hospitals are pressured to deliver quality care at lower cost. But the frugal innovation revolution in the West is actually led by creative entrepreneurs who are coming up with amazing solutions to address basic needs in US and Europe. Let me quickly give you 3 examples of startups that personally inspire me. The first one happens to be launched by my neighbor in Silicon Valley. It's called G-Drive.
They make actually these wireless sensors designed like plastic ruler that farmers can stick in different parts of the field and start collecting detailed information like soil conditions. This dynamic data allows farmers to optimize use of water energy while improving quality of the products and the yields, which is a great solution for California that faces major water shortage. It pays by itself within 1 year. Second example is BeeBound, also in Silicon Valley, that enables you to connect to the internet even in low bandwidth areas where there's no Wi-Fi or 3G or 4G. How they do that? They simply use SMS, a basic technology, but that happens to be the most reliable and most widely available around the world. 3 billion people today with cell phones can't access internet. This solution can connect them to the internet in a frugal way. And in France, there is a startup called Compte Nickel, which is revolutionizing the banking sector. It allows thousands of people to walk into a mom-and-pop store and in just 5 minutes activate their service that gives them 2 products, an international bank account number and an international debit card. They charge a flat annual maintenance fee of just 20 euros. That means you can do all banking transactions, send, receive money, pay with your debit card, all with no additional charge. This is what I call low-cost banking without the bank. Amazingly, 75% of the customers using this service are middle-class French who can't afford high banking fees. Now, I talked about frugal innovation initially pioneered in the South, now being adopted in the North. Ultimately, we would like to see developed countries and developing countries come together and co-create frugal solutions that benefit the entire humanity. The exciting news is that's starting to happen. Let's go to Nairobi to find that out. Nairobi has horrendous traffic jams. When I first saw them, I told myself, holy cow, literally, because you have to dodge cows as well when you drive in Nairobi. To ease the situation, the engineers at IBM Lab in Kenya are piloting a solution called Megafig, which initially was designed by the Japanese engineers. Unlike in the West, Megafig doesn't rely on roadside sensors, which are very expensive to install in Nairobi. Instead, they process images, traffic data, collected from a small number of low-resolution webcams in Nairobi streets, and then they use analytic software to predict congestion points. And they can SMS drivers alternate routes to take. Granted, Megafig is not as sexy as self-driving cars, but it promises to take Nairobi drivers from point A to point B at least 20% faster. And earlier this year, UCLA Health launched its Global Lab for Innovation, which seeks to identify frugal healthcare solutions anywhere in the world that will be at least 20% cheaper than existing solutions in the US and yet more effective. It also tries to bring together innovators from North and South to co-create affordable healthcare solutions for entire humanity. I gave tons of examples of frugal innovators from around the world, but the question is, how do you go about adopting frugal innovation? I gleaned out 3 principles from frugal innovators around the world that I want to share with you that you can apply in your own organization to do more with less. The first principle is keep it simple. Don't create solutions to impress customers. Make them easy enough to use and widely accessible, like the CT scanner we saw in China. Second principle, do not reinvent the wheel. Try to leverage existing resources and assets that are widely available, like using mobile telephony to offer clean energy or mom-and-pop stores to offer banking services. Third principle is think and act horizontally. Companies tend to scale up vertically by centralizing operations in big factories and warehouses, but if you want to be agile and deal with immense customer diversity, you need to scale out horizontally using a distributed supply chain with smaller manufacturing distribution units like Grameen Bank as shown. The South pioneered frugal innovation out of sheer necessity. The North is now learning to do more and better with less,
as it faces resource constraints. As an Indian-born French national who lives in the United States, my hope is that we transcend this artificial north-south divide so that we can harness the collective ingenuity of innovators from around the world to co-create frugal solutions that will improve the quality of life of everyone in the world while preserving our precious planet. Thank you very much. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette présentation, ce serait quoi que vous avez, ou ce que vous avez retenu de cette présentation? Une chose, oui. Oui. Donc, je pense que cette semaine, vous allez être dans un hackathon et essayer de réfléchir aux clients, essayer de réfléchir à votre processus et d'essayer de tout simplifier. Et vous voyez, quand on simplifie, on a moins de chances de faire des erreurs aussi dans la création du produit, la fabrication du produit. Et ensuite, c'est naturellement vert. Et donc, vous êtes dans l'innovation frugale. Sans pour autant essayer de baisser de fonctionnalités essentielles. Vous ne devez pas enlever des fonctionnalités essentielles du produit pour lequel le produit est créé. Elles doivent toutes être là. Voilà. Merci.